Bonjour à tous. Je pense que tout le monde est maintenant connecté. Donc, je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des données chez l'hébergeur, hein, bien comprendre finalement en quoi l'hébergeur peut vous aider sur la sécurité de vos données, en quoi il a également ses limites et en quoi SecuLIT peut vous aider à avoir des données sécurisées chez votre hébergeur. Alors pour ce webinaire, j'ai la chance d'être en présence de Lionel Faure, hein, de la société TAS, qui est un hébergeur du marché et qui va pouvoir également vous expliquer lui ce qu'il met en œuvre pour sécuriser les données de ses clients. Voilà. Alors on va démarrer sur peut-être un petit rappel pour certains, une découverte pour d'autres, sur finalement la réglementation et ce qu'implique finalement la sécurité aujourd'hui. Alors, il faut savoir que au niveau de l'Union européenne, il y a des lois qui ont été votées, des réglementations, et notamment une réglementation générale de la protection des données qui va rentrer en œuvre en mai 2018. Et à partir du moment où cette réglementation sera appliquée, eh bien, toute personne qui héberge des données, pour ses clients, pour soi-même, etc., on aura la responsabilité et pourra même recevoir des amendes si ces données étaient révélées ou volées. Et que ce soit passé finalement à l'aide de vulnérabilités qui pourraient être connues. Donc les amendes, elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la société, ce qui signifie que ce sont quand même des éléments qui sont dissuasifs et auxquels il faut prêter attention. Toujours en termes de réglementation, lorsque on découvre des failles de sécurité, eh bien, on a maintenant le devoir, du moins en France, d'en informer l'ANSSI, qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, et ce qui signifie que dans la réglementation, tout ce qui est finalement faille de sécurité des systèmes devient quelque chose de central. Toujours en termes de réglementation, on demande tout ce qui est hébergeur de pouvoir localiser ces données. C'est-à-dire que lorsque vous confiez votre hébergement à un acteur du métier, du marché, eh bien, il faut qu'il vous dise où physiquement vos données seront hébergées. Ensuite, on demande de plus en plus aux hébergeurs de fournir des services privacy by design. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sécurité, elle doit être prise en compte dès le départ du projet. Ça fait vraiment partie d'une brique fondatrice de l'infra qui va être mise en place. Il faut également s'assurer que le fournisseur présente des garanties. Comment on peut s'assurer de ça? Eh bien, justement, en demandant à l'hébergeur quelles sont vos garanties, quelles sont les limites de votre sécurité et quelles sont les responsabilités. Puisque justement, en termes de responsabilité, il faut savoir que dès lors qu'on héberge ces données chez un tiers, eh bien, il y a un partage de celles-ci. Et on verra donc que l'hébergeur, lui, il a des responsabilités sur la sécurité, mais qu'il reste toujours une partie qui incombe le client. Donc en termes de responsabilité et de partage, justement, l'hébergeur, lui, il va fournir un data center avec une surface au sol, une infrastructure réseau. Forcément, on installe également des serveurs qui sont physiques dans ce data center. On va rajouter une couche de virtualisation.
Et puis, sur cette couche de virtualisation, on va faire tourner des machines virtuelles avec leur système d'exploitation, sur lequel on va aussi avoir des couches type middleware, et enfin, des applications. Donc, en termes de sécurité et de partage des responsabilités entre celui qui héberge finalement votre infra et vous-même, eh bien, il va falloir décider où on met le curseur. Alors, pour tout ce qui est curseur et de savoir quelles peuvent être les différentes offres en termes de sécurité que peut vous proposer un hébergeur, eh bien, je vais laisser la parole à Lionel Faure qui va vous exposer ces tâches, qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Bonjour à tous. Donc des hébergeurs, il en existe de toutes sortes. TAS est un petit groupe international. Notre cœur de métier, c'est d'éditer, de créer des logiciels plutôt dans le monde du paiement, des flux monétaires. Donc l'ADN du groupe est celui d'une software compagnie, d'une société qui fait du logiciel. On est présent dans le monde entier et le choix qui a été fait il y a une vingtaine d'années par les fondateurs, c'était d'avoir leur propre structure d'hébergement pour fournir à ceux de nos clients qui le souhaitent des services d'hébergement de haute qualité avec un très haut niveau d'intégration. Donc la filiale du groupe qui s'appelle TAS France, que je représente aujourd'hui, est responsable pour le monde entier de fournir des offres de services d'hébergement, à la fois pour ceux de nos clients qui souhaitent qu'on héberge, ceux de nos clients bancaires qui souhaitent qu'on héberge leurs solutions bancaires, et aussi pour toutes les entreprises qui souhaitent profiter des infrastructures qu'on a pu mettre en place pour proposer des offres d'hébergement. Donc la filiale française est en charge de l'activité d'hébergement. On a un réseau maillé qui nous permet, on n'est pas un très gros hébergeur, on est un hébergeur de taille moyenne, on a plusieurs implantations. Notre principal data center est à Sophie Antipolis, près de Nice. Et on a d'autres espaces d'hébergement qui nous permettent de proposer des plans de continuité d'opération, d'activité, des plans de reprise d'activité, avec des points de sortie et des points d'entrée vers des opérateurs de réseaux internationaux pour avoir un transit à l'international pour ceux de nos clients qui sont implantés à l'international. Les noms que vous voyez apparaître ici ne sont pas forcément connus du grand public, mais ce sont les plus grands opérateurs de réseaux professionnels qui ont des câbles et des fibres transpacifiques, transatlantiques pour pouvoir faire circuler des données à très haut débit partout sur la planète. Donc, en matière de certification, c'est important, il faut le savoir, il existe beaucoup de choses aussi dans ce domaine. On a une petite particularité, c'est qu'on a une certification PCI DSS, c'est lié à notre appartenance à un groupe qui fait des solutions dans le monde bancaire et dans les systèmes de paiement. C'est important de savoir qu'on a ce type de certification parce que ça correspond à vraiment un très très haut niveau de protection avec des exigences en matière d'évaluation des risques et de capacité à montrer comment tous ces risques sont traités. On considère en général que la certification PCI DSS est une des plus exigeantes et une des plus sévères en matière de protection des données. Alors pour rebondir un petit peu sur un slide précédent de Nicolas Renard, il faut bien comprendre qu'en matière d'hébergement, il y a plusieurs niveaux de services. Et la protection de l'information à laquelle on va pouvoir prétendre dépend du niveau de service qu'on a souscrit. Selon les exigences qu'on va avoir quand on est client final, on peut simplement éventuellement attendre de son hébergeur de proposer de l'espace au sol, sécurisé, protégé physiquement. On appelle ça l'hébergement à proprement parler. Alors ce qui est exprimé en vert dans le slide, c'est que
Ce qui est protégé, c'est en vert, et ce qui ne l'est pas est en rouge. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souscrivez uniquement à des services d'hébergement qui vous apportent, et ça c'est les fondamentaux, la continuité électrique, le débit, le transit réseau, la protection physique de vos équipements, vous êtes dans un niveau, on va dire, primaire en matière de sécurité. Donc l'hébergeur effectivement vous garantit la protection physique d'accès à vos équipements, vous garantit la protection électrique et la continuité électrique pour faire en sorte que vous ne soyez pas exposé à des ruptures de ce côté-là, et la continuité réseau pour faire en sorte que le niveau de trafic que vous avez souscrit, le niveau de débit auquel vous avez souscrit, vous est garanti avec des mécanismes de protection qui sont associés. Si on rentre un petit peu dans le détail, je ne vais pas tout passer en revue, ça risque d'être un petit peu long, mais en termes de protection d'intrusion physique, vous imaginez bien qu'un data center est soumis à un certain nombre de règles et d'exigences de haut niveau qui permettent de faire en sorte que toute intrusion physique dans une salle soit monitorée, surveillée avec des règles de gestion selon qu'on va vouloir accéder à ces équipements dans la journée ou la nuit ou le week-end, etc. Il y a tout un tas de règles qui sont appliquées et de méthodes qui sont appliquées pour gérer ces problématiques d'accès physique. Évidemment, la protection incendie aussi, qui va de soi, hein, qui est vraiment fondamentale. Et puis la protection réseau que j'évoquais tout à l'heure, c'est important de savoir que, par exemple, dans notre cas, l'intégralité du trafic entrant est routée par 2 opérateurs internationaux professionnels chez lesquels nous avons souscrit des services de protection en cas d'attaque, de déni de service sur les serveurs, qui font que tout trafic suspect qui viendrait risquer de faire tomber vos serveurs web va être identifié, les adresses IP d'origine vont être identifiées et on va faire en sorte d'empêcher immédiatement qu'une attaque malveillante puisse empêcher l'accès à vos serveurs. Deuxième niveau de prestation, ce qu'on appelle le cloud computing, c'est quand vous allez demander à votre hébergeur de vous fournir des services sous forme de terminologie connue aujourd'hui, PaaS ou IaaS, hein, donc des infrastructures ou des plateformes auxquelles on accède sous forme de services. Donc là, dans ce cas-là, évidemment, les ressources auxquelles vous avez accès sont des ressources qui vous sont mises à disposition par l'hébergeur. Ça veut dire que au-delà des 2 couches précédentes, hein, l'espace au sol sécurisé et le débit garanti dont on a parlé tout à l'heure, vous allez obtenir de votre hébergeur qui vous propose un niveau de service dans lequel les serveurs, les unités de stockage et la couche de virtualisation sont protégés et gérés par lui. Donc on est dans un niveau de protection qui est déjà nettement amélioré par rapport aux simples offres d'hébergement basique, d'hébergement nu. Si on rentre un petit peu dans le détail de la nature de la surveillance qu'on met en place pour les serveurs et les équipements de réseau, vous voyez là apparaître un certain nombre de mots-clés qui sont tous les équipements qui sont monitorés, surveillés, dans lesquels on va identifier immédiatement les alertes qui sont émises. Et derrière, on choisit avec nos clients la nature du service, à savoir est-ce que le client final veut traiter lui-même ces alertes ou est-ce qu'on va les traiter nous-mêmes. La plupart du temps, on va les traiter nous-mêmes et encore une fois, là, on va placer le curseur en fonction du niveau d'exigence que vous aurez. Ensuite, en termes de protection des données, donc ça c'est important. Nous on travaille exclusivement avec Cisco et leur software dont la réputation n'est plus à faire. Donc aujourd'hui, il est évident qu'en matière de protection de données, il faut commencer par là, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des
des équipements de réseau qui protègent contre les intrusions. Niveau encore supérieur en matière de services souscrits chez son hébergeur, c'est ce qu'on appelle les services managés. Il y a un autre terme qui est assez courant, qui est connu, c'est le terme infogérance. C'est notre particularité, c'est une de nos particularités et qui nous différencie d'un certain nombre d'hébergeurs, c'est-à-dire que beaucoup d'hébergeurs proposent effectivement de l'espace au sol sécurisé, avec une continuité électrique et de l'accès réseau. Nous, du fait de notre groupe d'appartenance qui est éditeur logiciel, depuis toujours, on est des informaticiens, donc on a toujours voulu et on a toujours eu cette offre qui consiste à accompagner et proposer l'infogérance du parc de nos clients. Les 2 tiers de nos clients sont infogérés, c'est-à-dire que les 2 tiers de nos clients sont dans cette catégorie-là, services managés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous confient, qui nous délèguent l'administration de leur système, la mise à niveau des sécurités, la mise à niveau des softwares, le traitement des alertes et on va dire le maintien en condition opérationnelle de toute leur informatique. Alors avec une granularité dans l'offre qui est différente, suivant que l'exigence est d'avoir simplement du jours ouvrables qui sont couverts, ou bien du 24-24, 7-7. On est organisé pour faire du 24-24-7-7 avec du personnel à temps plein et des mécanismes d'astreinte. On a beaucoup, par exemple, de sites marchands qui sont hébergés chez nous avec des niveaux de transactions très élevés pour des entreprises qui travaillent à l'international, donc sur lesquels le soleil ne se couche jamais, comme on dit, donc effectivement, on fournit ce type de prestations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des niveaux de service de 99,9%. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les engagements qu'on a dans nos contrats. Et puis, le niveau le plus élevé qu'on peut attendre en termes de service, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de projet. Alors c'est quoi? Bon, vous avez constaté qu'il y avait la petite couche application qui est passée en vert à son tour. On considère qu'on est en mode ingénierie de projet à partir du moment où, dès le départ d'un projet, avant même qu'on ait décidé d'externaliser, ou quand on a un nouveau projet d'externalisation d'une partie de son informatique, ou de toute son informatique, on se met autour d'une table, on a parlé de privacy by design tout à l'heure, on se met autour d'une table ensemble pour définir des cibles, un point de départ, une architecture cible, et on construit ensemble, on va passer ensemble en revue l'intégralité des composants du système d'information, y compris les applications, et on va définir ensemble qui va être responsable de quoi, et comment on va répartir le niveau de responsabilité de chacun. Et ça, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que l'hébergeur s'occupe de tout. Ça veut dire que dès le départ, on aura défini un projet dans lequel les responsabilités vont être partagées, les acteurs identifiés, on sait qui est maître d'œuvre de quoi, qui est responsable de quoi, et à la sortie, on a un contrat d'externalisation dans lequel tout est passé en revue. Voilà, donc ça c'est juste une petite synthèse pour illustrer de manière visuelle finalement le niveau de service en termes de sécurité, de protection qu'on va obtenir de son hébergeur en fonction de la nature des services qu'on aura souscrits auprès de lui. Voilà, donc je repasse la parole à Nicolas et je reste à votre disposition pour aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Merci Lionel. Alors, pour toute petite parenthèse, pour poser des questions, vous avez à disposition dans le webinaire des outils de chat, donc vous pouvez vous poser vos questions par ce biais-là et Lionel et moi, on y répondra à la fin de la présentation. Alors, donc si on revient maintenant sur les différentes briques du data center et le curseur, donc chez SecuDIT, ce qu'on propose, nous, c'est une solution qui va permettre de traiter notamment la sécurité sur les couches supérieures
qui sont implémentés en termes d'hébergement, hein, à savoir le système d'exploitation, tout ce qui est middleware et tout ce qui est application. Donc, qu'est-ce que vous apporte Elastic Detector? Eh bien, d'une part, Elastic Detector va permettre de recenser toutes les machines, hein, par le biais de connecteurs qui vont dialoguer directement avec les hyperviseurs, hein, puisqu'en général, l'hébergeur va vous fournir des machines virtuelles, du moins la possibilité de déployer vos machines virtuelles, et en se connectant sur les hyperviseurs, eh bien, vous avez un inventaire à jour de toutes vos machines, vous connaissez leur état, si elles sont allumées ou éteintes, et en cas de modification de l'infra, de suppression de machines ou d'ajout de nouvelles machines, eh bien, la solution vous permet de prendre en compte directement ces changements. On a également une vérification continue, on va dire, de l'exposition à la cybermenace des machines. Cette vérification continue, d'une part, elle permet de générer des alertes sur des ports qui deviendraient ouverts alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant, également des alertes sur des éléments, des choses élémentaires en termes de sécurité, hein, comme par exemple des certificats SSL périmés ou des clés de chiffrement qui seraient trop faibles. Et en plus, on a la possibilité de complètement automatiser la logique de détection des vulnérabilités, en sachant que en moyenne par jour, il y a 15 à 20 nouvelles failles qui sont détectées chaque jour. Ensuite, la solution, elle va également vous permettre de corriger toutes ces problèmes de sécurité en fournissant des feuilles de route qui s'adressent, on va dire, à chacun. Alors comment? Eh bien, la solution, elle a tout un système de tri qui permet notamment de catégoriser les vulnérabilités par métier de l'IT. Et du coup, cette solution va vous aider à corriger ces problèmes et à conserver un bon niveau de sécurité. Et enfin, c'est une solution qui va quelque part optimiser les coûts d'exploitation. Alors comment? Eh bien, tout simplement, grâce à l'automatisation, on va finalement passer peu de temps sur la sécurité, ce qui fait qu'on a un bon retour sur investissement sur ce genre de solution. Donc la solution en termes d'offres, elle va se décliner, on va dire, en différents niveaux également, hein, soit une offre en mode jeton, hein, où finalement on souscrit à un certain nombre de scans et ensuite on consomme ces scans au fur et à mesure que l'on obtient des résultats valides pour la correction des failles de sécurité. Avec la solution Elastic Detector, donc on bénéficie en plus de ça d'une surveillance continue, hein, donc un monitoring, d'un système d'alerte et également d'un suivi dans le temps, hein, pour voir si finalement on fait des progrès, pour vérifier l'historique de certaines failles qui concerneraient beaucoup de machines. Également des outils de comparaison de différents scans pour voir l'évolution. Et enfin, chez Seculighty, on vous propose aussi une offre plus étendue qui vous permet de vérifier votre configuration cloud. On a également une solution qui est très flexible, hein, puisqu'elle va s'adapter à tout type de scénario. Hein, si vous avez uniquement des adresses publiques, par exemple, à surveiller, c'est une solution qui vous permet qui fonctionne en mode SaaS, ou qui permet même de créer un mode SaaS, hein, pour les partenaires qui souhaiteraient
proposer la solution à leurs clients. C'est une solution qui va également s'adapter à des installations plus complexes, hein, puisqu'on peut avoir à la fois le système d'information chez un hébergeur, mais on peut aussi avoir une partie chez soi, ou une partie encore chez un autre hébergeur, ou une partie dans le cloud. Hein. Et bien dans ce cas-là, on a la possibilité de déployer tout un tas d'appliances virtuelles, en désignant une d'entre elles qui sera la principale, et les autres seront des sondes qui pourront reporter les résultats à l'appliance principale. En termes de résultats et d'informations fournies par la solution, hein, on a donc un premier niveau de résultats qui sont des indicateurs de risque. On a créé ces indicateurs de risque afin de pouvoir parler de la sécurité aux néophytes, hein, aux gens qui sont soucieux de comprendre leur niveau d'exposition, mais qui ne sont pas nécessairement des informaticiens ni des experts en sécurité. Et ces indicateurs de risque vont permettre tout simplement de comprendre le niveau de risque encouru sur certains sujets. Tout à l'heure, on a parlé des lead services avec Lionel, mais on peut également rencontrer des risques de type vol de données, hein, ou perte de données, ou encore des risques qui sont par exemple liés aux mises à jour. La solution donne aussi une synthèse des vulnérabilités par métier de l'IT. Donc cette vue-là permet de savoir rapidement qui va être en mesure de corriger les failles. Et ensuite, dans un troisième niveau de rapport, on va fournir les éléments pour les corrections, hein, et en particulier ce que nous on appelle les feuilles de route, qui sont des fichiers Excel, où on voit apparaître pour chaque problème détecté la solution à apporter. Donc, plus en détail, si je reviens sur les indicateurs de risque, hein, la solution en plus permet de voir l'évolution. Donc, ça signifie que si vous êtes hébergé et que vous mesurez votre niveau de risque, eh bien, en partenariat avec votre hébergeur, vous pouvez mesurer les effets des corrections apportées au fur et à mesure que le temps passe, et voir du coup la progression en termes de sécurité. Donc ici, on revient un peu sur les feuilles de route, hein, avec l'idée que ces feuilles de route, finalement, si vous déléguez par exemple les correctifs, eh bien, la personne qui sera en charge d'appliquer ces correctifs, grâce à ces feuilles de route, va finalement avoir les solutions filtrées et facilement accessibles, et donc va passer peu de temps sur le sujet, et au final va pouvoir vous proposer des offres de services qui seront très abordables. Voilà, donc en résumé, hein, pour tout ce qui est gestion de sécurité, donc des systèmes, du middleware et des applications, hein, grâce à Elastic Detector, soit vous pouvez, avec cette solution-là, gérer la sécurité que vous n'avez pas confiée à votre hébergeur, hein, ou alors demander à votre hébergeur de vous aider sur ce sujet. Alors si on revient sur notre partenaire TAS, hein, ce que TAS va pouvoir proposer à ses clients à l'aide de la solution Elastic Detector, eh bien c'est finalement 3 niveaux, hein, de service. Soit un premier niveau de service où il va mettre à disposition la solution à ses clients, et ces clients vont piloter la solution eux-mêmes, surveiller leur niveau de risque, éditer leur feuille de route, appliquer les corrections, etc.
hein, où on a la possibilité d'offrir un deuxième niveau de service, qu'on appelle ici le niveau 2 analytique, où dans ce cas-là, l'hébergeur va, en fonction des résultats qui auront été trouvés, pouvoir conseiller des corrections à ses clients, ou du moins donner les recommandations et donner les priorités, les choses à traiter, on va dire, en priorité. Et ça aussi par rapport au contexte, hein. Je donne un exemple, comme par exemple chez TAS, tout ce qui est attaque de type déni de service, c'est géré en natif par l'infrastructure réseau. Si on trouve des vulnérabilités qui font qu'une machine est soumise au déni de service, eh bien, chez TAS, on va peut-être dire, bon, ça, c'est pas forcément prioritaire parce que c'est déjà couvert par ce qu'on a mis en place sur le réseau. Et enfin, on peut aussi proposer un troisième niveau où là, il y a la correction, hein, des failles détectées. C'est-à-dire que là, d'une façon transparente, votre hébergeur va piloter la solution et appliquer des correctifs et pourra vous faire un retour en vous montrant l'évolution du risque et de montrer que tout ce qui est failles de sécurité liées au système et aux applications sont bien sous contrôle. Voilà. Eh bien, cette présentation est terminée. Je vous invite, si vous en avez, à poser des questions par chat. Alors, une personne qui au début n'a pas réussi à se connecter à l'audio, alors j'espère que c'est résolu. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir que de toute façon, le webinar sera enregistré sur YouTube et vous aurez accès, pour ceux qui l'ont raté ou ceux qui souhaiteraient le partager avec des collègues, ça sera disponible. Alors là, nous avons une question qui nous dit que, mis à part la norme européenne de mai 2018, j'ai cru comprendre que les responsabilités côté hébergeur sont celles mentionnées dans le niveau de service souscrit. Mais également, l'hébergeur n'est contraint en rien si rien n'est dans le contrat. Alors, la norme, elle va imposer, on va dire, une responsabilité générale. Ce qui signifie que lorsque on décide d'héberger ces données chez un hébergeur, eh bien, il faut bien faire attention que par contrat, on va savoir où se trouve la limite de responsabilité entre l'hébergeur et le client. Donc, ça signifie que forcément, ça va déboucher sur un contrat et il est important que chacun ait bien à l'esprit que si à un moment donné on héberge ces données quelque part, eh bien, on ait un contrat et que les responsabilités ont bien été définies. Voilà, alors ce qu'on peut ajouter à ce point, c'est que chez TAS, mais je pense qu'on le trouve chez tous les hébergeurs sérieux, on a 4 niveaux d'engagement dans nos contrats de service. Niveau d'engagement, ça veut dire que si ces niveaux d'engagement ne sont pas atteints, il y a des dégrèvements qui sont prévus et des pénalités. Concrètement, ces 4 niveaux d'engagement portent sur le niveau de disponibilité du service, hein, qui est mesurable et mesuré, pour lequel le client a des moyens de vérifier pendant combien de temps éventuellement le service a été interrompu. Donc ça, c'est le premier niveau d'engagement. Il y a un deuxième niveau d'engagement, c'est sur le temps de latence, ce qu'on appelle le transit réseau, c'est-à-dire le transport des paquets IP. Donc il y a des engagements qui sont pris en termes de temps de réponse et de millisecondes en fonction du réseau qui vous a été ouvert. Il y a un troisième niveau d'engagement, c'est l'intégrité des paquets transportés, hein, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'apporter un engagement en termes de temps de réponse
sur une fibre en aller-retour. Il s'agit aussi de vérifier que les paquets qui sont partis, ce sont des paquets qui sont arrivés. Et donc là, c'est un troisième niveau d'engagement qu'on a dans nos contrats, où on s'engage par contrat à faire en sorte que l'intégrité des paquets sortis soit respectée à l'arrivée. Et puis, il y a un quatrième niveau d'engagement dans notre métier qui est la réactivité en termes de service quand il y a un incident, une anomalie qui est ouverte. Donc ça aussi, c'est un niveau d'engagement contractuel qui fait que en 2 heures ou en 4 heures, ça dépend du niveau d'exigence, effectivement, on démontre que l'incident a été ouvert, traité et le service a été remis en place. Alors là, on reçoit une information d'une personne qui nous dit que l'hébergeur, en tant que prestataire informatique, a en tout état de cause une obligation d'information. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Lionel, un commentaire? Oui, ça fait pas. On peut déjà considérer que le travail qu'on fait aujourd'hui en fait partie. Ensuite, il y a la clarté des contrats. Je pense que d'une manière générale, c'est exprimé partout. Et dès le premier slide de cette présentation, un client reste au final responsable de ses données. Ça, c'est une évidence. Après, il y a un travail à faire d'évangélisation, d'explication sur cette notion de risque, sur ce qu'est la sécurité de l'information, sur la hiérarchie à établir entre tout ça, sur le partage des responsabilités. Voilà, donc tout ça, ça fait partie, je dirais, de l'éducation globale à laquelle on est tous soumis pour progresser et faire en sorte de ne pas considérer que c'est pas ma responsabilité, c'est celle de l'autre. Dans tous les cas de figure, le risque zéro n'existe pas. Les responsabilités sont partagées et le plus important est de savoir dès le départ d'établir les bonnes grilles d'évaluation de risque qui permettent de savoir quels sont ces risques, les identifier un par un. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces risques, de savoir qu'est-ce qu'on fait si le risque survient. Quand le risque survient, soit il a été écarté d'emblée et finalement il n'est pas survenu, soit il est survenu et il a commis des dégâts, auquel cas, qu'est-ce qu'on fait pour corriger les dégâts qui ont été commis par ce risque, et quel plan on a mis en place pour récupérer ces datas qui auraient pu être altérées, qui auraient pu être corrompues, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail d'organisation, de management du risque, auquel effectivement, nous, dans nos métiers, avec Nicolas, on est complètement impliqués pour accompagner nos clients vers les meilleures pratiques. Alors, ensuite, autre question, peut-on moduler les niveaux de prestations au sein de la même structure, cohabitation de réseau avec des importances de services différentes? Alors, peut-on moduler les niveaux de prestations au sein de la même structure, cohabitation de réseau avec des importances de services différentes? On peut bon, je ne suis pas sûr de bien interpréter la question. Je pense que quand on parle de réseau, on va avoir différents niveaux d'exigence. Donc, on peut très bien, on peut construire des réseaux dans lesquels on va définir des priorités en matière de trafic, des priorités en matière de gestion de droit, ce qu'on appelle l'importance de services. Oui, on va pouvoir prioriser des trafics par rapport à d'autres et définir un cahier des charges par rapport à tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais oui, bien sûr, bon, nous, je ne l'ai pas précisé, mais on est autonomous system chez TAS, donc on a en interne les ingénieurs réseau et les autorisations auprès du RIP pour définir et router nous-mêmes les adressages IP et sans passer par des intermédiaires. Donc
Donc on a tous les outils, tous les moyens et toutes les compétences en interne pour définir les niveaux de service attendus d'un réseau, les priorités qu'on va accorder à tel ou tel trafic. Pour, je parlais tout à l'heure de DDoS, on sait aujourd'hui mettre de côté un trafic qui perturbe le reste, on sait prioriser un trafic par rapport à un autre en fonction du niveau d'exigence qu'on a défini. Alors, autre question, comment par exemple s'assurer que les sauvegardes confiées à un hébergeur sont correctement faites? Y a-t-il un moyen de rendre visible ce service rendu? Alors, en matière de sauvegarde, la meilleure pratique, c'est de faire des tests. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on a mis en place et on s'appuie sur des solutions qui permettent à tout moment, pour un client, de faire des tests de restauration, c'est-à-dire de vérifier en permanence, que ce qui est prétendu sauvegarder est effectivement récupérable. C'est la seule règle qui vraiment s'applique. Sinon, évidemment, on a un engagement de service. Un prestataire qui vous dit qu'il a fait des sauvegardes, il n'est pas censé vous mentir, il a fait ses sauvegardes. En revanche, le seul moyen de vraiment vérifier tout ça, c'est d'avoir de choisir ceux qui ont des solutions qui vous permettent à tout moment de faire des tests de restauration. Et là, c'est le meilleur moyen de se rassurer pour vérifier qu'on a effectivement le service attendu. Alors, merci. Encore une autre question. Mettez-vous justement à disposition des clients des sensibilisations, formations, informations in situ à destination du personnel ou des équipes informatiques? Alors déjà, on reçoit très volontiers, nous on est vous l'avez compris, on fait partie de cet écosystème, on est basé à Sophia Antipolis, enfin c'est notre site principal en matière d'hébergement. Donc on a ce qu'il faut pour ça, on reçoit volontiers les clients ou les entreprises qui souhaitent qu'on les sensibilise ou qu'on les forme. Donc je m'en occupe personnellement. Après, on organise régulièrement des sessions d'information. Par exemple, on a Nicolas fait les siennes. Nous, on a appelé ce qu'on appelle les matinales du digital, qu'on organise une fois tous les mois ou tous les 2 mois sur des thématiques justement pour partager des expériences et se mettre autour de la table pour parler de sécurité, de haute disponibilité de systèmes, de sauvegarde, de protection de l'information, tous ces sujets qui sont les nôtres. On le fait régulièrement et vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous solliciter à titre d'information si vous souhaitez qu'on vous accompagne, qu'on vous guide sur tous ces sujets, bien sûr. Voilà, merci Lionel. A priori, il n'y a plus de questions. Écoutez, ça va être le moment de se quitter. Modèle 3 de SLA, j'ai vu une question. J'aurais loupé une question. J'ai vu une question sur du SLA. Ah oui, en effet. Le niveau 2 et 3, ce sont des SLA de connectivité. Alors pour revenir au niveau 2 et 3, je ne sais pas à quel niveau 2 et 3 vous faites référence. On a passé un slide dans lequel il y avait 3 niveaux, c'était dans notre solution jointe avec C-Cloud. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence en matière de niveau 2 et 3. Toujours est-il que voilà, la grille qu'on a passée tout à l'heure, c'est Nuta, c'est C-Cloud, on est partenaire depuis 5 ans maintenant, c'est-à-dire qu'on préconise, on invite ceux de nos clients qui souhaitent utiliser ce genre d'outils à le mettre en place sur leur infrastructure. Donc on leur conseille de le faire, ils ne sont pas obligés, mais on leur conseille de le faire. Et puis ces Cloud IT utilisent chez nous un certain nombre de ressources aussi pour tester ses propres solutions et faire du développement. Et donc on a défini une grille d'intervention en fonction du niveau d'autonomie que vous souhaitez garder par rapport à tout ça. Alors
Alors après, je vois une question, Stéphane Pastol, temps de latence et intégrité des données. Voilà, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Là, c'est ces 2 niveaux d'engagement que vous avez dans un contrat d'hébergement quand vous le signez avec TAS. Un niveau d'engagement sur le temps de latence, en fonction du réseau qu'on a mis en place pour vous et de l'inclure des points, des points qui sont connectés. Donc c'est du temps de latence aller-retour avec des engagements de niveau de service à ce niveau-là. Et puis l'intégrité de données, alors à notre niveau, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'intégrité des paquets, c'est-à-dire l'assurance que les paquets transportés sont les mêmes à l'arrivée qu'au départ. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour, à moins qu'il y ait à nouveau besoin de précision, peut-être poser une question additionnelle. Bon, je pense que on a répondu. Alors, bon, maintenant, si vous aviez besoin on va dire, de questions plus précises par rapport à un projet précis ou quoi que ce soit, sachez que Security et TAS, de toute façon, nous, on reste à votre disposition pour répondre, hein, quitte à avoir un entretien téléphonique privé ou quoi que ce soit. Donc nous, en effet, si vous avez vraiment des questions précises par rapport à ce que fait TAS en termes d'hébergement, eh bien, Security peut tout à fait vous mettre en relation avec TAS. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie vivement de votre participation et de votre intérêt pendant ce webinaire. Et puis, Lionel et moi, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Voilà, merci à votre participation et à bientôt.